Vous êtes-vous déjà senti désiré par un homme qui agit comme s'il ne ressentait rien? Ce regard qui dure une demi-seconde de trop, cette manière cachée de vous observer quand il pense que vous ne le voyez pas, le silence qui semble retenir un aveu. Il y a quelque chose, vous le remarquez, mais il le nie. Ce que peu de femmes comprennent, c'est que le désir masculin est rarement direct. Ce n'est pas un instinct pur. C'est un conflit entre ce que l'homme ressent et ce qu'il pense pouvoir manifester. Beaucoup se cachent derrière la rationalité, la distance, l'ironie, en essayant de contenir ce qui au fond les a déjà conquis. Carl Jung disait que l'inconscient trouve toujours un moyen de se manifester, même lorsque l'ego essaie de le dissimuler. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'un homme vous désire, mais ne permet pas à ce désir de se révéler. Il essaye de feindre, mais son corps, son regard et ses petits gestes le trahissent. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 signes manifestés par un homme qui ressent une profonde attirance, mais qui lutte contre elle. Ces signes ne se trouvent pas dans les mots, mais entre les lignes. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez que ce qui semblait être de la confusion peut être simplement son subconscient qui essaye de vous dire quelque chose. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Signe 1, le regard qui fuit mais revient. Le premier signe est le regard. Lorsqu'un homme vous désire mais essaie de le cacher, son regard devient le reflet du conflit intérieur qu'il traverse. Il vous fixe avec intensité, mais détourne immédiatement les yeux, évitant un contact visuel prolongé comme pour se protéger de quelque chose qui l'expose. Ce regard qui va et vient déguisé, au milieu de conversations banales, est l'inconscient qui tente de s'échapper. Le regard est le premier canal d'expression du désir, ainsi que le premier champ de défense. Jung disait que le regard révèle ce que l'inconscient essaie de garder sous silence. Et c'est pourquoi un homme regarde souvent quand il ne devrait pas et détourne les yeux quand il voudrait le plus rester. Il a peur que son regard le trahisse, et ce qui le paralyse, ce n'est pas tant le manque de courage que la peur de perdre le contrôle de ce qu'il ressent. Signe 2, le langage corporel qui le trahit. Le deuxième signe est le corps. Même lorsque les mots semblent neutres, le corps parle. Il change le ton de sa voix, lorsqu'il vous parle, redresse sa posture, tripote, ses mains touchent son visage, rit nerveusement. Ce sont des micro-expressions subtiles, mais révélatrices. Le corps est le miroir de l'inconscient, et le désir, lorsqu'il est contenu, se manifeste de manière fragmentée. Il essaie peu de paraître indifférent, mais ses mains trahissent sa tension, ses épaules se haussent, son regard cherche un point d'appui. Cet inconfort est le reflet du conflit psychique entre l'impulsion et la rationalité. Il veut se rapprocher mais craint les conséquences. Et lorsqu'il y a de la peur, le corps essaie de cacher ce que l'esprit ne peut contrôler. C'est pourquoi le désir refoulé ne passe jamais inaperçu. Il se manifeste dans les gestes, les pauses, les distances soigneusement calculées. Sa présence à vos côtés devient différente, comme si l'atmosphère changeait même si rien n'a été dit. Signe 3, il vous observe quand il pense que vous ne le voyez pas. C'est l'un des signes les plus forts et en même temps les plus subtils. L'homme qui désire mais essaie de le cacher observe en silence. Il analyse vos gestes, votre façon de parler, le son de votre rire. Il le fait discrètement, comme s'il voulait absorber votre présence sans attirer l'attention. Ce n'est pas de la simple curiosité, c'est une sorte de fascination silencieuse, presque instinctive. Son inconscient a déjà créé un lien, même si son ego le nie encore. C'est pourquoi il reste vigilant, observant de loin, comme si chaque détail révélait une partie de ce qu'il ne comprend pas encore de lui-même. Ce regard caché est souvent le début d'une connexion émotionnelle plus profonde, car le désir, lorsqu'il n'est pas exprimé, se transforme en observation en silence, en une présence constante mais contenue. L'homme qui tente de masquer ses sentiments devient le gardien de ses propres émotions. C'est dans ce contrôle qu'il se révèle le plus. Signe 4, il se contredit. Dans ses propos, l'homme qui désire mais essaye de se cacher vit dans la contradiction. Il dit qu'il ne veut pas s'engager mais il vous recherche à nouveau. Il affirme ne rien ressentir mais s'irrite lorsqu'il remarque votre attention ailleurs. Cette ambiguïté n'est pas un jeu, c'est de la peur. La peur de reconnaître à quel point vous l'affectez,
la peur de perdre le contrôle de quelque chose qui le touche à des niveaux qu'il ne comprend pas. Son esprit crée une narration rationnelle pour se protéger de la force émotionnelle que le désir éveille. Et dans ce processus, il se contredit. Tantôt il s'approche, tantôt il s'éloigne. Tantôt il fait preuve de froideur, tantôt un geste de sollicitude se glisse. Carl Jung expliquait que l'inconscient est paradoxal. Il contient des opposés qui coexistent dans une tension constante. Et le désir, c'est exactement cela, une impulsion que l'homme essaie de contenir, mais qui le submerge de l'intérieur. Par conséquent, lorsque les actions et les paroles ne correspondent pas, le silence entre les phrases en dit plus long que n'importe quel aveu. Signe 5. Les conversations prennent une profondeur inattendue. Le vrai désir ne se manifeste pas seulement dans le regard ou le toucher, mais dans la quête d'intimité. Il commence à vouloir vous comprendre plus profondément au-delà de la surface. Il pose des questions sur votre enfance, sur ce que vous ressentez, sur ce qui vous inspire et ce qui vous fait souffrir. Ces conversations ne sont pas accidentelles. C'est une manière inconsciente de se rapprocher de votre essence. Lorsqu'un homme désire mais essaie de le cacher, il transforme le dialogue en un pont invisible. Il ne parle pas des sentiments, mais il parle de tout ce qui les entoure. Il veut entendre vos histoires, connaître vos peurs, comprendre votre âme. Et plus il essaie de rationaliser cet intérêt, plus il s'implique émotionnellement. La femme qui écoute attentivement remarque le sous-texte, il cherche réellement une connexion. C'est le désir transformé en curiosité pour l'âme de l'autre. Jung disait que la rencontre de deux personnes est la rencontre de deux inconscients, et dans une telle conversation, son subconscient est déjà pleinement présent. Signe 6. Il essaie de vous impressionner sans montrer qu'il le fait. L'homme, qui ressent mais essaie de cacher ses sentiments, commence une compétition silencieuse avec lui-même. Il veut montrer le meilleur de lui-même sans admettre qu'il le fait pour vous. Il change le ton de sa voix, raconte des histoires de dépassement, parle de réalisation de projets de force et d'indépendance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'instinct ancestral de parade, le comportement masculin archétypal, cherchant l'approbation de la femme admirée. Il veut être vu, il veut être reconnu, mais il ne veut pas paraître vulnérable. Il devient alors stratégiquement réservé, essayant d'équilibrer la force et le mystère. Vous ressentez cette énergie non pas à cause de ce qu'il dit, mais à cause de la façon dont l'atmosphère change quand il est là. Comme si l'air se remplissait de quelque chose qu'il ne peut pas s'expliquer lui-même. C'est le jeu silencieux du désir refoulé, montré juste assez pour être remarqué, caché juste assez pour ne pas se révéler. Mais l'inconscient ne peut pas faire semblant longtemps. Tôt ou tard, le regard, le ton et la posture trahissent ce que les mots niaient. Signe 7, sonne silence parle fort. Quand un homme ressent des sentiments intenses, il se tait. Et beaucoup de femmes confondent ce silence avec le désintérêt. Mais en réalité, le silence est la forme la plus primitive que l'inconscient trouve pour protéger ce qui n'est pas encore prêt à être révélé. L'homme qui désire et essaye de se cacher ressent de la peur non pas face à la femme elle-même, mais face à ce qu'elle éveille en lui. Il craint de perdre le contrôle, craint de paraître vulnérable, craint de se reconnaître dans quelque chose qu'il ne peut maîtriser. C'est pourquoi il s'éloigne, se tait, disparaît pendant quelques jours. Ce n'est pas de la froideur, c'est un conflit interne. Jung expliquait que lorsque l'émotion est plus forte que ce que l'ego peut supporter, l'inconscient se retire pour se réorganiser. Et c'est ce qui se passe. Son silence est l'intervalle entre le désir et le courage. Signe 8, il mémorise. Les détails, l'homme qui essaie de cacher ses sentiments peut tout nier, mais il ne peut pas oublier. Il se souvient de ce que vous portiez ce jour-là, du parfum que vous utilisiez, de la façon dont vous avez souri avant de partir. Il se souvient des petites phrases, des gestes subtils, des sons que la plupart auraient manqué. Cela se produit parce que le désir marque l'inconscient. Lorsque quelque chose touche émotionnellement un homme, le cerveau le mémorise, non par volonté mais par impact. Il peut faire semblant d'oublier, mais il suffit d'entendre votre nom pour que le souvenir revienne. C'est le type de mémoire que le subconscient préserve, car il est lié à une émotion profonde. Et plus il essaye de rationaliser, plus le souvenir se répète comme un symbole insistant qui exige d'être reconnu. C'est ainsi que le désir devient une présence même lorsque le contact semble distant. Signe 9, il apparaît au bon moment. Il existe une curieuse récurrence. L'homme qui désire mais essaie de se cacher réapparaît de temps en temps comme si le destin le guidait. Vous pouvez rester sans nouvelles pendant des semaines et soudain un message, un commentaire, une coïncidence incroyable surgit. Ces coïncidences ne sont pas aussi fortuites qu'elles le paraissent. Jung appelait cela la synchronicité des événements extérieurs qui reflètent des mouvements intérieurs de la psyché. Son inconscient crée des formes de retrouvailles, de petites percées dans le temps,
pour soulager la tension entre ce qu'il ressent et ce qu'il réprime. Et souvent, il ne comprend même pas pourquoi il revient. Il ressent juste une impulsion, un besoin soudain de contact. Lorsque le désir est refoulé, il cherche un exutoire à travers des gestes subtils. Et ces rencontres fortuites sont exactement cela. L'inconscient essaie de rapprocher ce que l'esprit maintient séparé. Signe d'X, il évite le contact physique, par peur de sa propre impulsion. C'est l'un des signaux les plus complexes et les plus mal compris. Beaucoup de femmes croient que si un homme évite de toucher, c'est qu'il ne ressent rien. Mais dans de nombreux cas, c'est le contraire. Il évite le contact parce qu'il sait que s'il se le permet, il perdra le contrôle de son propre désir. Le corps est la frontière entre ce qu'il peut contenir et ce qu'il a peur de libérer. L'homme qui désire mais essaye de se cacher vit sur cette ligne de crête. Il veut être proche mais craint l'intensité de ses propres émotions. Jung disait que plus nous réprimons une force psychique, plus elle prend le pouvoir sur nous. Par conséquent, plus il essaie de paraître indifférent, plus le désir grandit en lui. Et le toucher devient dangereux parce qu'il symbolise la capitulation. Éviter le contact est la dernière tentative de garder le contrôle sur ce qui vous contrôle déjà de l'intérieur. Au-delà, des signes cachés. La lutte intérieure. Après avoir observé ces signes, il est essentiel de comprendre ce qui se cache réellement derrière, car le désir refoulé n'est pas seulement une attraction physique, mais une manifestation symbolique de l'inconscient. L'homme qui tente de cacher ses sentiments mène en réalité une lutte interne entre deux forces, la pulsion naturelle vers l'intimité et la peur de se perdre dans ce sentiment. Il craint de se laisser aller car le lâcher-prise signifie la perte de contrôle, et le contrôle est ce que l'ego masculin a appris à défendre dès le plus jeune âge. Depuis l'enfance, beaucoup d'hommes ont été éduqués à contenir leurs émotions, à ne pas montrer de vulnérabilité, à ne pas révéler leurs sentiments, mais le désir véritable désorganise ses défenses. C'est le moment où l'inconscient prend le dessus sur le rôle social, révélant ce qu'il est vraiment et non ce qu'il a appris à paraître. Par conséquent, lorsque l'homme tente de masquer son désir, il ne masque pas seulement un sentiment, il essaye de préserver son identité intacte, et la présence de cette femme éveille en lui quelque chose qui l'oblige à entrer en contact avec ses parties, qu'il ne contrôle pas les émotions, l'abandon, l'instinct, la peur, de la dépendance, la peur de se perdre en quelqu'un. Ce conflit entre le désir et la raison est le même que celui décrit par Carl Jung entre l'ego et l'ombre. L'ombre est tout ce que l'homme rejette en lui-même, mais qui continue de vivre agissant dans les coulisses de la conscience. Le désir est souvent la voix de l'ombre, cette partie sauvage et honnête que l'homme tente de maîtriser. Mais plus il la réprime plus, elle se manifeste sous une forme voilée symbolique, parfois même contradictoire. Vous le remarquez à la façon dont il essaie de rationaliser ses sentiments, transformant les émotions en logique, les sentiments en justification, le désir en amitié. C'est l'inconscient qui communique à travers des masques. Mais aucun masque n'est éternel, et avec le temps, même peu à peu, le vrai commence à se manifester. Et c'est à ce moment-là que la femme spirituellement éveillée prend conscience de ce que la plupart ignorent. Elle comprend que derrière la froideur se cache le désarroi, et derrière le contrôle, la peur. Non pas une peur ordinaire, mais la peur d'être touchée dans les lieux intérieurs qu'il n'a jamais visités. Elle comprend que son désir n'est pas superficiel, il est existentiel, car lorsque la femme s'éveille, elle croise le chemin de l'inconscient de l'homme, et cette rencontre laisse des traces sur lui et sur elle. C'est ce type de connexion qui ne dépend pas des déclarations ou des gestes évidents. Elle se produit dans le silence, dans les regards furtifs, dans les longues pauses. Et ce qui semble être du doute n'est en fait que l'âme qui essaie de se réorganiser face à quelque chose que l'esprit ne comprend pas. Le désir refoulé entre un homme et une femme est un champ de forces invisibles. Aucun des deux ne comprend complètement ce qui se passe, car l'enjeu n'est pas seulement l'attraction, c'est un miroir. L'homme voit chez la femme ce qu'il a perdu en lui-même, la sensibilité, le lâcher-prise, la capacité de ressentir. Et la femme à son tour reconnaît chez l'homme le miroir de sa propre force intérieure, celle qu'elle a également besoin d'intégrer. Carl Jung appelait ce phénomène la projection de l'anima et de l'animus. La femme projette sur l'homme l'image de son idéal de protection et de présence. L'homme projette sur la femme l'image de l'âme, son propre féminin intérieur qu'il n'a jamais appris à comprendre. C'est pourquoi le désir est souvent si confus. L'homme ne désire pas seulement le corps, il désire la partie de lui-même que la femme éveille. Quand il s'approche, elle ressent de la peur. Quand il s'en va, elle ressent de la nostalgie. C'est une danse entre les pôles psychiques. Il essaie de rationaliser, mais c'est comme essayer de retenir la mer avec les mains, parce que ce qui le meut, ce n'est pas la conscience, mais l'âme.
L'énergie féminine par nature ne demande pas, elle attire. Elle est présence magnétisme et non nécessité. C'est pourquoi face à une femme émotionnellement équilibrée, l'homme perd ses défenses. Elle n'a rien à prouver, elle est simplement. Et cet être éveille en lui une sorte d'agitation qu'aucun effort rationnel n'est capable d'expliquer. C'est ce que l'on appelle l'archétype de l'âme, quelque chose qui précède les mots et transcende le temps. Ce qu'il ressent mais ne comprend pas est une tentative de l'inconscient de s'équilibrer. La femme éveille en lui l'ombre endormie la partie qu'il a niée, la partie qu'il craint. Et plus il résiste, plus le lien invisible entre eux devient fort, car réprimer une émotion ne détruit pas le sentiment, cela le transforme en tension. Et cette tension psychique génère ce que nous appelons le magnétisme, la chimie, la connexion inexplicable. C'est ainsi que le désir devient un miroir de l'évolution. L'homme est forcé de se confronter à ce qu'il se cache. La femme est invitée à comprendre le pouvoir de sa présence. Il ne s'agit pas de domination ou de conquête. C'est une danse symbolique entre ce qui est éveillé et ce qui dort encore. Et lorsque cette prise de conscience commence à se manifester, quelque chose change doucement entre eux. Le regard devient plus lent, les mots prennent du poids, le temps semble différent. Ce n'est plus seulement une attirance, c'est un appel à la connaissance de soi, parce que tout vrai désir est au fond une recherche d'harmonie intérieure. Lorsque la femme s'éveille, elle se trouve face à un homme qui ressent mais refoule. Et la première impulsion est généralement d'essayer de comprendre, de décoder, ou même de guérir. Mais c'est un piège subtil, car plus elle essaie d'imposer la compréhension, plus il se referme. L'inconscient masculin ne réagit pas à la pression, mais à la présence. Il ne se révèle pas lorsqu'il est exigé, il se révèle lorsqu'il est compris. L'homme qui craint son propre désir a besoin de se sentir en sécurité pour s'ouvrir. Et cette sécurité ne vient pas des mots, mais de l'énergie. Une femme centrée qui ne se perd pas dans l'anxiété de l'attente transmet quelque chose que l'inconscient masculin reconnaît, la stabilité. Elle ne le poursuit pas, ne s'y oppose pas, n'essaie pas de le convaincre. Elle reste. Et cette présence silencieuse désarme les défenses que l'homme a construites tout au long de sa vie. Carl Jung disait que le féminin est le pont entre le conscient et l'inconscient. Lorsque la femme s'éveille et prend conscience de sa propre énergie, elle cesse d'agir par besoin et commence à agir par l'âme. Elle ne cherche pas à être désirée. Elle devient désirable parce qu'elle est en harmonie avec elle-même. Et cet état de présence touche chez l'homme quelque chose auquel aucun effort rationnel ne peut résister. Ce n'est pas de la séduction, c'est une vibration, c'est la pureté de l'authenticité. Et plus elle reste connectée à son centre, plus son inconscient commence à se réorganiser. Il commence à sentir qu'il peut exister à ses côtés sans faire semblant, sans jouer le rôle de l'homme impénétrable. Le désir qui le troublait auparavant commence à se transformer en attraction spirituelle, en reconnaissance. Il commence à voir en elle, non pas une menace pour son contrôle, mais un rappel de ce qu'il a perdu, sa propre sensibilité. La femme éveillée n'essaie pas de guérir, elle inspire la guérison simplement par son être, parce que la vraie transformation ne se produit pas lorsque l'on fait pression sur l'autre, mais lorsque l'environnement lui permet de se voir clairement. Et c'est ce que fait l'énergie féminine équilibrée. Elle crée un champ où l'inconscient de l'homme peut respirer, un champ où le désir cesse d'être une lutte et devient une compréhension. Mais pour atteindre ce moment, la femme doit renoncer à l'illusion du contrôle. Elle doit comprendre que tous les hommes ne sont pas prêts pour ce qu'elle représente. Certains ont encore besoin de se perdre pour se retrouver un jour. Et l'amour mature n'essaie pas d'accélérer ce processus. Il observe, respecte et reste une lumière même lorsque l'autre vit encore dans l'ombre. Parce que le vrai désir n'est pas une question de possession, mais d'éveil de la conscience. Et lorsque la conscience s'éveille chez l'un des deux, cela commence inévitablement à affecter l'autre, même si le contact semble distant. L'inconscient reconnaît l'authentique. Il le reconnaît toujours. Avec le temps, quelque chose commence à changer en lui. Le désir qui était autrefois contenu commence à échapper à tout contrôle. Il essaie de maintenir la même posture rationnelle, la même distance calculée, mais il n'est plus le même. L'énergie change, le regard devient plus long, le silence plus tendu, le geste plus hésitant. Son inconscient commence à céder car aucune force humaine n'est capable de réprimer indéfiniment ce que l'âme a choisi de ressentir. L'homme qui niait auparavant commence maintenant à se contredire de manière plus évidente. Il cherche le contact, mais se retire ensuite, essaie d'oublier. Mais les pensées reviennent, il évite, mais tout autour de lui semble lui rappeler. C'est le moment où le désir cesse d'être une impulsion et commence à devenir un processus de lutte intérieure. Ce qu'il ressent pour cette femme l'oblige à se regarder. Et c'est là que le conflit s'approfondit. Carl Jung disait que la rencontre avec l'autre est toujours la rencontre avec son propre inconscient.
C'est pourquoi l'image de la femme éveillée joue un rôle symbolique si puissant. Elle n'éveille pas seulement le désir, elle éveille l'ombre. Et l'ombre est tout ce que l'homme a refusé d'être sensible, vulnérable, émotionnel, intuitif. Elle l'oblige à regarder ses parties, non pas par les mots, mais simplement par la force de sa présence. À ce stade, de nombreux hommes traversent une crise. Ils essaient de s'éloigner, cherchent des distractions, se plongent dans le travail, essaient de remplacer la profondeur par la quantité, mais rien ne les satisfait, car lorsque l'inconscient est touché, aucune fuite n'est suffisante. Il peut déménager dans une autre ville, changer sa routine, ses relations, mais la présence symbolique de cette femme demeure. Elle n'est pas seulement un souvenir, elle est un archétype vivant à l'intérieur de lui. Et c'est là que la femme doit comprendre quelque chose d'essentiel. Lorsque l'homme commence à ressentir vraiment, il ne s'approche pas rapidement, il hésite, parce que ce qu'il ressent le change, et le changement engendre toujours la peur. Peur de perdre le contrôle, peur de ne plus être le même, peur de dépendre de quelque chose qu'il ne peut expliquer. Mais au fond, c'est le début de son éveil. Le désir, lorsqu'il est profond, ne cherche pas seulement le plaisir, il cherche l'intégration. C'est l'appel de l'âme masculine demandant la réunification avec sa partie perdue. Et cette réunification commence presque toujours par la femme qu'il ne peut comprendre, mais qu'il ne peut pas non plus oublier. Elle est le miroir qui reflète ce qu'il ne voit pas en lui-même. C'est pourquoi il éprouve simultanément attirance et résistance, désir, et peur, volonté et retrait. Son subconscient essaye de donner un sens à l'impact de cette présence. Et chaque fois qu'il essaye de résister, il semble s'enfoncer un peu plus. Il commence à se souvenir de vieilles émotions, de besoins oubliés, de sentiments qu'il pensait ne plus éprouver. Il commence à douter de sa propre rigidité, de ses propres masques, et sans s'en rendre compte, il se transforme progressivement, non par le discours, mais par l'énergie. Parce que le véritable éveil émotionnel d'un homme ne commence pas quand il décide de ressentir, mais quand malgré tous ses efforts, il ne peut plus s'empêcher de ressentir. Lorsque l'homme commence à céder, tout change subtilement en lui. Ce n'est pas une transformation bruyante, elle est silencieuse, presque imperceptible pour ceux qui n'ont pas un regard attentif. Il commence à répondre différemment. Il parle plus calmement, se contredit moins. Il regarde plus longtemps. Comme si le corps commençait à rattraper ce que l'inconscient savait depuis longtemps. La tension entre le désir et la peur commence à se dissiper, et une nouvelle sorte d'énergie apparaît, un mélange de curiosité et d'abandon. Il ne lutte plus contre ce qu'il ressent, il essaie simplement de comprendre. Et cet essai de compréhension est le premier pas vers l'acceptation. La femme qui l'observe remarque ce changement. Elle remarque quand le regard devient plus présent, quand la voix perd sa rigidité, quand le toucher même retenu porte de la sincérité. Mais c'est un moment délicat car l'homme est encore vulnérable. Il est entre deux mondes, l'ancien fait de défense et de masque, et le nouveau qui exige ouverture et transparence. À ce seuil, toute exigence le fait reculer. Par conséquent, la femme qui comprend cette dynamique n'exige pas d'aveu. Elle donne de l'espace, ne conteste pas le rythme, n'insiste pas sur la clarté, elle permet au sentiment de mûrir en son temps, car elle comprend que l'amour né du subconscient ne peut être accéléré. Carl Jung disait que tout ce qui est profond se révèle lentement, et l'homme, quand il aime vraiment, ne le fait pas subitement. Il couve le sentiment jusqu'à ce qu'il puisse le supporter. Avant de se rendre, il a besoin de se voir dans le miroir que représente cette femme. Et c'est douloureux car se regarder honnêtement signifie renoncer au rôle de l'homme fort autosuffisant, sachant toujours ce qu'il veut. Soudain, il ne sait plus, et cette ignorance est la porte de l'éveil. La femme éveillée comprend cela, elle ressent son désarroi et n'essaie pas de le dissiper. Elle sait que c'est dans cet espace de doute que la transformation se produit. Elle ne se positionne pas comme un guide, mais comme une présence stable. Et c'est cette stabilité émotionnelle qui l'amène enfin à baisser ses défenses. Non par faiblesse, mais par confiance. Lorsque l'homme sent qu'il peut exister sans être jugé, il commence à laisser les sentiments circuler. Librement, commence à parler davantage de lui-même. Partage de petites vérités, fait preuve de sollicitude, sans s'en apercevoir. Ces gestes simples, demander si elle a bien dormi, se souvenir de quelque chose qu'elle a dit, s'inquiéter sans raison apparente, sont l'expression d'une affection qui a finalement trouvé son chemin. Et à ce moment, le désir cesse d'être une lutte et devient une connexion. Mais cette connexion est encore fragile, car en se permettant de ressentir, l'homme entre également en contact avec les vieilles douleurs, le rejet, la culpabilité, la peur de la solitude. Ce sont les couches que l'inconscient conserve et qui remontent maintenant à la surface. Et pour qu'il ne s'enfuit pas à nouveau, la femme doit maintenir le même centre calme observateur présent. Elle n'essaie pas de guérir, elle accepte simplement. Elle n'essaie pas de guider, elle comprend seulement. Et cette compréhension silencieuse permet au lien de se renforcer véritablement.
Peu à peu, l'homme commence à comprendre que ce qu'il ressent pour elle n'est pas une faiblesse mais un retour. C'est la réunification avec la partie de lui-même qu'il avait perdue. Et c'est à ce moment que le désir se transforme en reconnaissance. Ce n'est plus seulement l'attirance, c'est l'identité. Il désire non seulement la femme devant lui, mais aussi le sentiment de complétude qu'elle éveille. C'est pourquoi il reste même sans en comprendre la raison. Avec le temps, l'homme qui refoule ses sentiments commence à céder non pas de manière dramatique, mais silencieusement, presque imperceptiblement. Ce qui était de la résistance commence à se transformer en curiosité et la curiosité en abandon progressif. Il craint toujours les conséquences de la vulnérabilité, mais il ressent maintenant quelque chose de plus fort que la peur, le besoin de vérité. Il comprend qu'il ne peut pas continuer à interpréter la vie en se basant sur le rôle du personnage rationnel qui le protège de la douleur. Parce que chaque fois qu'il s'éloigne de la femme qu'il a touchée, il ressent un vide que nulle réussite ne comble. Comme si quelque chose à l'intérieur de lui le rappelait non pas à elle-même, mais à la partie de lui-même qui s'éveille en sa présence. C'est le moment le plus délicat où le désir devient un miroir, et le miroir exige du courage. L'homme sent le poids des siècles de conditionnement, le devoir d'être fort, invulnérable, autosuffisant. Mais l'inconscient ne respecte pas les masques. Il le pousse vers ce qui est réel. Et plus il tente de résister, plus il comprend que la force n'est pas dans la dissimulation, mais dans la reconnaissance. La femme remarque cette transition. Elle remarque que son regard a changé. Ce n'est plus le regard d'un homme désireux de dominer, mais celui d'un homme qui commence à se reconnaître dans l'autre. Et c'est précisément à ce moment que sa présence devient encore plus vitale. Car si elle exerce une pression sur lui, il se retire. Mais si elle reste simplement, il s'approche non par séduction, mais par confiance. Cette phase est semblable au crépuscule de l'âme. Le jour du contrôle touche à sa fin, et la nuit de la vérité commence à naître. L'homme ne peut expliquer ce qu'il ressent, mais il le ressent avec une telle intensité que cela le désarme. Chacun de ces mots le touche d'une manière qui dépasse la logique. Chacun de ces silences le confronte à ses propres ombres, et progressivement ce qui était une répression devient un apprentissage. Il commence à comprendre que le désir dans sa forme la plus pure n'est pas ce qu'il faut réprimer, mais ce qu'il faut comprendre. Parce que le désir est le mouvement de l'âme vers ce qu'elle reconnaît comme faisant partie d'elle-même. Quand il la désire, c'est comme s'il désirait se réunir avec lui-même. C'est un processus inconscient de guérison qui ne se manifeste que lorsque l'ego renonce au contrôle. Et c'est précisément à ce moment que le lien entre eux dépasse l'instinct. Le désir se transforme en conscience, et la présence de la femme cesse d'être une menace pour devenir un miroir d'intégration. Il commence à comprendre qu'il n'a plus besoin de se défendre, car la véritable force réside dans la capitulation. Et la femme, à son tour, comprend que son but n'a jamais été d'être la réponse, mais d'être le catalyseur de son éveil. Lorsque cet abandon commence, il ne se manifeste pas par de grands mots ou des déclarations théâtrales. Il se manifeste par de petits gestes, par des regards qui ne fuient plus, par de longues pauses, exigeant de la compréhension par des messages arrivant sans raison, juste pour sentir la présence. L'homme, lorsqu'il s'ouvre, ne le fait pas immédiatement. Il teste le terrain de sa vulnérabilité comme s'il marchait sur de la glace mince. Le désir se mêle au besoin d'être accepté même lorsque l'imperfection se manifeste. La femme ressent ce changement avant de le voir. Son ton change. Il y a une nouvelle sérénité, une sincérité qui était auparavant cachée sous des couches de contrôle. Mais cet éveil est instable. L'inconscient ne se restructure pas en un jour. Il avance, recule, tente de comprendre son propre mouvement. C'est comme si l'homme réapprenait à sentir et chaque sentiment l'effraie et le guérit à la fois. Pour la femme, c'est le moment non de réagir mais d'accueillir. Non pas parce qu'elle doit tolérer le déséquilibre de l'autre, mais parce qu'elle comprend que l'éveil émotionnel est un processus lent. Elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa stabilité parle d'elle-même. C'est une douceur ferme qui enseigne à l'homme que sentir n'est pas une faiblesse mais l'humanité. Carl Jung expliquait que l'intégration de l'ombre exige que l'homme affronte ce qu'il craint le plus en lui. Pour l'homme, le plus effrayant est la force des émotions. Il craint qu'en capitulant, il perde le contrôle de sa propre identité. Mais quand il trouve une femme qu'il accepte vulnérable, il découvre que l'amour ne le détruit pas, il le recrée. Et le désir cesse d'être une simple pulsion physique pour se transformer en énergie de transformation. La présence de cette femme le mène à l'intérieur de lui-même. Elle ne le pousse pas, ne le corrige pas, ne le façonne pas. Elle est simplement là, et son être suffit à révéler en lui quelque chose qui dormait depuis longtemps. Il commence à ressentir le désir de devenir meilleur non pour conquérir, mais pour mériter la rencontre. Et c'est dans ce désir que naît la véritable croissance masculine.
Le désir est ainsi purifié, cessant d'être urgent pour se transformer en admiration. Sa présence devient un symbole, et il commence à voir l'amour non comme une conquête, mais comme un état. Un espace où il peut exister entièrement sans crainte de perdre sa force, car il comprend enfin que la vulnérabilité et la force ne sont pas des opposés mais des compléments. Et progressivement, ce qui était un conflit devient compréhension, ce qui était tension devient harmonie. Il ne ressent plus le besoin de se cacher ou de prouver quoi que ce soit. Il sent simplement, et cela suffit. À mesure que cette transformation s'approfondit, quelque chose commence à changer aussi en elle. La femme qui observait, comprenait et accueillait commence maintenant à ressentir l'impact de ce qu'elle a aidé à éveiller. Parce que la rencontre de deux âmes n'est jamais unilatérale. Même lorsqu'il semble que l'un apprend de l'autre, en réalité, les deux sont façonnés par une force plus puissante qu'eux-mêmes. Elle remarque que cet homme autrefois enfermé dans ses défenses commence à refléter en elle des parties qu'elle avait elle-même oubliées. Sa présence l'oblige à regarder sa propre essence, à quel point elle s'était elle aussi enfermée, à quel point elle craignait aussi de s'abandonner complètement. Et soudain, ce qui semblait être le miroir de l'inconscient masculin devient aussi le miroir de l'inconscient féminin, car toute connexion profonde est mutuelle. Il éveille en elle le même processus de connaissance de soi qu'elle éveille en lui. Elle commence à comprendre que la véritable force de la féminité ne réside pas dans le fait d'être désirée, mais dans le fait de rester consciente même dans le chaos du désir. Être femme à ce niveau, ce n'est pas être le centre de l'attention, mais être l'axe de la présence. Pendant que l'homme essaie d'équilibrer force et émotion, elle apprend à équilibrer entre empathie et limite. Elle comprend qu'accueillir n'est pas se perdre dans l'autre, mais rester entière, permettant à l'autre de se trouver. Carl Jung disait que le véritable amour naît lorsque l'inconscient d'une personne rencontre l'inconscient de l'autre et que tous deux reconnaissent le même symbole. À ce moment, le désir cesse d'être une quête et devient un miroir. Elle le regarde et voit le chemin qu'elle a parcouru pour arriver ici. Le chemin d'accepter ce qui est sans exiger, ce qui n'est pas encore prêt. Elle le regarde et voit la possibilité de la paix, la réconciliation de l'instinct et de l'esprit, mais le lien entre eux ne se limite pas aux relations humaines. C'est une connexion archétypale, quelque chose qui dépasse les noms, les histoires et les rôles. Elle commence à comprendre que cet homme n'est pas seulement une personne, mais l'incarnation, le symbole du masculin en guérison. Et il commence à voir en elle plus qu'une simple femme. Le reflet de sa propre féminité intérieure, l'image de l'âme qu'il cherchait inconsciemment depuis toujours. À ce niveau, la relation entre eux cesse d'être linéaire. Il n'y a plus de jeu à savoir qui ressent le plus, qui montre le moins, qui se rend le premier. Il y a un champ énergétique partagé, une communication silencieuse qui se manifeste par la présence. Ils peuvent être physiquement éloignés, mais le lien reste vivant car il est fondé non sur la possession mais sur la conscience. C'est à ce moment que les deux commencent à comprendre que la vraie rencontre n'a pas lieu entre deux corps, mais entre deux parties d'un seul tout. Le désir n'était qu'une porte, un appel à ce que les deux plongent en eux-mêmes et se connaissent au-delà des formes. Il cesse de la voir comme un objet de désir et commence à voir le miroir de sa propre âme. Elle cesse de le voir comme quelqu'un à guérir et commence à le reconnaître comme le miroir de sa propre capacité à aimer sans se perdre. L'énergie entre eux change. Il n'y a plus d'urgence, plus de peur. Il y a quelque chose de nouveau, de silencieux et de serein. Une présence qui ne dépend ni du contrôle, ni de l'explication. Le désir a mûri. Il est devenu l'amour dans sa forme la plus pure, celui qui libère, au lieu d'enchaîner, qui transforme, au lieu de consommer. Lorsque ce type d'amour mature commence à se manifester, il cesse d'être un événement extérieur pour devenir un état intérieur de conscience. L'homme et la femme restent deux personnes avec leurs histoires et leurs personnalités, mais quelque chose entre eux change de nature. Ce n'est plus un jeu d'attraction, ni une résistance, ni une peur. C'est une vibration sereine, un rappel, que la rencontre n'était qu'un instrument de la vie pour les ramener à eux-mêmes. Elle comprend qu'elle n'a plus besoin d'être le miroir de son éveil, car il a déjà commencé à voir. Et il comprend que le désir qu'il ressentait n'était pas de posséder, mais d'intégrer. Lorsque l'inconscient masculin reconnaît le féminin intérieur, la femme cesse d'être une projection et devient une présence réelle. L'attraction ne disparaît pas, elle se transforme. Le toucher existe toujours, mais il est maintenant accompagné de respect, de vénération, de reconnaissance. Ils commencent à vivre dans un état d'attention silencieuse, où chaque mot porte un sens et où chaque pause donne de la valeur. L'amour cesse d'être une quête et devient une expression. Ce n'est pas ce que l'on veut obtenir, mais ce que l'on est. C'est comme s'ils avaient tous deux traversé le miroir et se voyaient maintenant sans les distorsions du désir inconscient. La femme ressent une paix qui ne dépend pas de son retour. Elle comprend que la fonction spirituelle de ce lien n'était pas la fin heureuse mais l'éveil. Et lui, en la regardant, reconnaît ce qu'il a toujours cherché,
la sensation d'être complet. Ce n'est pas une possession, c'est la plénitude. Le féminin éveillé en lui est équilibré par le masculin conscient. Ce qui était un conflit est maintenant une intégration. Carl Jung disait que l'amour est le processus par lequel l'âme se reconnaît dans l'autre. Et quand cela se produit, le temps cesse d'être une mesure. Il peut y avoir de la distance du silence ou des chemins différents, mais le lien ne se rompt pas car il n'appartient pas au monde de la forme, mais au monde de la conscience. Ils restent connectés même s'ils ne se voient pas car ce qui est né entre eux n'était pas une histoire mais un symbole. Et ce symbole reste vivant en chacun d'eux, rappelant que la vraie rencontre n'a pas lieu entre les corps ni entre les esprits. Elle a lieu entre les âmes qui étaient prêtes à se connaître. Le désir n'était qu'un début, l'éveil une destinée. Après ce type de rencontre intérieure, la vie extérieure commence à changer presque imperceptiblement. L'homme et la femme continuent d'exercer leur rôle dans le monde, de travailler, de prendre des décisions, d'interagir avec d'autres personnes. Mais derrière chaque geste se trouve un nouveau niveau de conscience. Il comprend qu'il n'a plus besoin de rien prouver. Le calme remplace l'ancienne anxiété de contrôle. Les conversations qui étaient auparavant superficielles prennent du poids. Le silence qui était autrefois un inconfort devient un repos. En agissant, il cherche un sens, pas une approbation. Dans les relations, il cherche la présence, pas une distraction. La même impulsion qui le poussait autrefois à se réprimer l'encourage maintenant à créer, à s'exprimer et à vivre plus pleinement. Elle, à son tour, commence à rayonner cette nouvelle énergie. Ce n'est plus la femme qui attend la compréhension, mais la femme qui comprend parce qu'elle s'est déjà connue. Tout ce qu'il a appris dans ce lien se transforme en sensibilité au monde. Elle devient plus patiente, plus intuitive, plus sélective quant à ce qu'elle permet d'entrer dans sa vie. Sa force n'est plus une réaction mais un centre. Là où il y avait nécessité, il y a maintenant choix. Là où il y avait manque, il y a maintenant clarté. Et cette nouvelle forme de vie commence à contaminer l'environnement. Les gens sont attirés, sentant quelque chose de différent, une sorte de sérénité qui ne vient pas des mots, mais de la présence. C'est la manifestation pratique de ce que Jung appelait l'individuation, le moment où l'être humain cesse de vivre comme le reflet des autres et commence à vivre comme l'expression de sa propre essence. Le désir, qui était autrefois un conflit, est maintenant devenu une direction. Il dirige l'énergie qui était auparavant réprimée vers la créativité, écrit, enseigne, construit, inspire. Elle transforme le magnétisme en sagesse, aide, guide, prend soin mais sans se perdre. Les deux deviennent des instruments de la même force qui les a unis autrefois, l'énergie de l'intégration de la conscience et de l'amour silencieux. Il n'y a plus rien à dire. Ce qui était une lutte est devenu un rythme. Ce qui était chaos est devenu harmonie. Ils vivent dans le même monde, mais n'appartiennent plus à la même vibration qu'auparavant. La rencontre les a changés, et maintenant toute la vie change avec eux. Cette nouvelle conscience, lorsqu'elle mûrit, commence à se refléter dans les choses les plus simples du quotidien. Les actions deviennent plus lentes, plus réfléchies. Ce qui se faisait par impulsion est maintenant mu par le sens. L'homme éveillé commence à prendre conscience de l'impact de son énergie sur l'environnement. Sa façon de parler, de regarder, d'agir. Il comprend que chaque geste est un reflet de son état intérieur. Il n'a plus besoin de prouver sa force. La sérénité elle-même devient la force. La femme, à son tour, vit cet éveil comme une expansion. Elle ressent une autre liberté, non pas l'aliénation, mais la plénitude. Elle ne cherche plus à être comprise ou aimée pour se sentir complète. Elle est complète. Et donc l'amour qu'ils partagent cesse d'être un besoin pour devenir un débordement. Elle commence à choisir consciemment et non par nécessité. Elle commence à écouter son corps et son intuition comme un langage spirituel. Et plus elle s'aligne sur cet état de présence, plus le monde autour commence à répondre par des synchronicités. Les deux, marchant sur leurs chemins séparés ou parallèles, deviennent des points d'équilibre. Il n'y a plus de lutte de pouvoir ni de jeu de contrôle. Le masculin conscient et le féminin éveillé se complètent même à distance. Ils manifestent une présence stable, elle un mouvement intuitif. Ils représentent l'axe, elle le flux. Et la vie s'organise autour de cette harmonie tranquille. Carl Jung décrivait ce point comme le début de l'individuation, le moment où l'être humain intégré entre ses pôles commence à agir non par l'ombre, mais par entité. L'homme qui réprimait le désir l'utilise maintenant comme une force créatrice. La femme qui s'ennuyait auparavant crée maintenant à partir de l'abondance. Les deux cessent de réagir au monde et commencent à collaborer avec lui. C'est un type d'amour qui n'a besoin ni de promesses, ni d'étiquettes. C'est un amour qui se manifeste dans le regard, dans le silence, dans le respect. Ils pourraient ne jamais se revoir physiquement, mais la transformation qu'ils ont provoquée l'un chez l'autre reste vivante. Et cette énergie les accompagne, guidant les décisions, les mots, les futures rencontres. Tout ce qui a été éveillé entre eux
commence à vivre en eux. Chaque geste, chaque souvenir, chaque émotion non résolue a servi un seul but, les rendre plus conscients, plus entiers, plus humains. Au fil du temps, cette conscience plus large commence à se projeter dans tous les domaines de la vie. L'homme et la femme ne vivent plus mus par le besoin d'être aimés, mais par le désir naturel de partager ce qu'ils sont devenus. Les relations cessent d'être un moyen de combler un vide et deviennent des rencontres entre individus entiers. Lorsqu'ils s'approchent de quelqu'un, ils le font non pour se compléter, mais pour s'étendre. L'homme comprend que la force qu'il a toujours cherché à prouver était liée depuis le début à sa capacité à sentir. Il peut maintenant regarder la femme sans le poids de la conquête seulement, avec la présence pacifique de celui qui voit et respecte. Leurs relations deviennent plus pures, plus sincères. Il dit moins de mots et plus clairement. Il n'essaie plus d'impressionner. Il inspire naturellement car il agit en accord avec ses sentiments. La femme aussi change. Son intuition s'aiguise, son regard devient plus profond et ses choix plus conscients. Elle ne se presse pas, ne mendie pas l'attention, n'essaie pas d'expliquer sa valeur. Elle est évidente. Sa sérénité est le résultat d'un processus qui a coûté de la douleur, mais qui a apporté la sagesse. Et cette sagesse devient un magnétisme. Partout où elle apparaît, les gens sentent que quelque chose a changé. Un calme qui n'est pas l'absence d'émotion, mais plutôt leur maîtrise. Et sans s'en rendre compte, le monde autour d'eux commence à se réorganiser. De nouvelles opportunités apparaissent, de nouveaux liens se forment, de nouveaux objectifs se révèlent. L'amour qui s'exprimait autrefois uniquement dans la sphère intime commence à s'exprimer comme une vocation, comme un art, comme un service. Le désir qui les attirait l'un vers l'autre les pousse maintenant vers quelque chose de plus grand, vers l'appel. Carl Jung disait que le chemin de l'âme ne s'arrête pas à la connaissance de soi, mais au don. Une fois que la lumière s'allume à l'intérieur, elle cherche naturellement à illuminer l'extérieur. L'homme éveillé commence à diriger, protéger, construire. La femme éveillée commence à inspirer, à prendre soin, à créer. Ils restent différents mais vibrent à la même pureté, celle du but. Et lorsque leurs chemins se croisent à nouveau par hasard, il n'y a plus de tension, plus de plaintes, plus de questions non dites. Il n'y a qu'une reconnaissance silencieuse, la compréhension que ce qui était entre eux était sacré parce que cela les a changés. Le regard est le même, mais l'énergie est différente. Il n'y a plus d'urgence, il y a de la gratitude. Ils savent sans dire un mot que rien n'a été vain. Lorsque cette nouvelle vision commence à se manifester, elle affecte ce qui était autrefois la routine. L'éveil cesse d'être un événement pour devenir une façon d'être. Les petites choses, le petit déjeuner, le travail, les conversations habituelles, tout prend une autre densité. Quelque chose de différent est présent en tout. L'homme sent qu'il n'a plus besoin de chercher Dieu à l'extérieur, car il reconnaît quelque chose de divin dans sa propre conscience. L'ancienne division entre spiritualité et vie disparaît. Il comprend que chaque instant est sacré lorsqu'il est vécu consciemment. Le désir, l'émotion, le silence, tout fait partie d'une même respiration. Il commence à agir simplement mais avec une clarté nouvelle, presque invisible, qui transparaît dans chacun de ses actes. La femme aussi commence à voir le sacré dans tout ce qu'elle touche. Sa spiritualité n'est plus un idéal lointain, mais un état de perception. Elle comprend que l'amour n'est pas un sentiment, mais une pureté qu'il faut maintenir. Et maintenir cette pureté est la forme la plus élevée de prière. Chacun de ces gestes, cuisiner, prendre soin, travailler, créer, devient une expression silencieuse de dévotion à la vie. Ainsi, les deux commencent à marcher légèrement, comme si une partie du fardeau humain avait été laissée derrière. Ils continuent de vivre, de sentir, de faire face aux défis, mais rien ne les déséquilibre plus avec la même facilité, car ils ont déjà goûté à quelque chose de plus grand que l'ego. Ils ont déjà reconnu que derrière chaque désir, chaque peur et chaque douleur, se trouve la même force tentant de les ramener à l'unité. Carl Jung disait que le processus d'individuation est aussi le processus de réconciliation avec le divin en nous. Et c'est ce qui commence à se produire. Ils n'ont plus besoin de chercher le sens car ils le vivent désormais. L'amour qui a commencé comme un feu humain est devenu une lumière intérieure. L'énergie qui les poussait l'un vers l'autre les pousse maintenant vers la vie. Il n'y a plus de division entre le spirituel et le terrestre. Tout est l'expression de la même conscience. L'homme prie en silence en travaillant. La femme médite en marchant. Les deux comprennent que le vrai temple n'est pas quelque part. Il est dans l'état de présence. Et la foi qui était une croyance est maintenant une expérience. Ils ne cherchent plus à comprendre Dieu. Ils le ressentent dans le rythme même de l'existence. C'est le bruit de la pluie dans la pause entre deux mots, dans le simple acte de respirer. Le divin est devenu naturel, et le naturel est devenu divin. Et cette perception change toute la façon dont ils aiment, dont ils vivent, dont ils regardent le monde. Au fil du temps, cet état de présence se stabilise. Il n'y a plus d'effort conscient pour rester éveillé.
Il n'y a qu'un flux naturel de celui qui ne se perd plus dans le bruit. L'homme et la femme reviennent à la vie ordinaire, mais tout ce qui était auparavant fragmenté retrouve l'unité. Ils travaillent, interagissent, ressentent de la colère et de la joie comme n'importe quel être humain. Mais derrière chaque émotion se cache un espace silencieux qui observe. C'est cet espace qui devient le véritable centre, le point où l'âme se repose même lorsque le monde fait rage. L'homme apprend à vivre au milieu des événements sans en devenir prisonnier. Sa force est désormais un mouvement calme. Il ne réagit plus impulsivement sous l'influence de l'ego, mais répond à partir de la conscience. Il peut agir avec fermeté, il peut défendre ce en quoi il croit. Mais il n'y a plus de violence dans son geste. Il comprend qu'agir clairement est plus puissant que d'agir dans la colère. La femme à son tour découvre la force du silence. Elle comprend qu'être en paix, ce n'est pas se retirer de la vie, mais y vivre avec douceur. Ces mots se font plus rares, mais lorsqu'ils sont prononcés, ils portent la vérité. Son regard irradie le calme, et ce calme se propage. Elle a compris que l'amour n'a pas besoin d'être expliqué, il a besoin d'être simplement vécu. Et lorsqu'ils se rencontrent à nouveau, que ce soit dans un regard, un souvenir, un rêve, ou simplement dans la vibration subtile de la mémoire, il n'y a plus l'ancienne tension entre le désir et la peur. Il n'y a que la reconnaissance, une sorte de gratitude, qui n'a pas besoin de mots, car la connaissance acquise demeure en eux deux. Chacun a suivi son propre chemin, mais l'énergie de la rencontre continue de vibrer en eux comme un fil invisible, reliant les deux pôles d'une même conscience. Ils comprennent que le véritable amour n'est pas ce qui est conservé physiquement, mais ce qui éveille l'âme au réel. La rencontre a servi un objectif plus élevé. Révéler ce qui est caché, rappeler que tout ce qui est ressenti profondément est au fond une forme de retour au divin. Et ainsi ils vivent présents, attentifs, humains et sereins. Ils savent qu'ils se tromperont encore, qu'ils ressentiront encore la peur, qu'il y aura encore des jours de doute, mais plus rien de tout cela ne les définit. La conscience demeure. Elle est l'espace entre une pensée et une autre, entre un regard et un autre, entre une vie et une autre. Et c'est dans cet espace que réside la véritable liberté. Ils ne cherchent plus l'infini à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils reconnaissent qu'ils y ont toujours été immergés. La spiritualité est devenue une respiration. L'amour un état d'être et le silence autrefois plein d'incertitudes est maintenant un chez-soi. Au fil du temps, cette conscience devient si naturelle qu'ils oublient presque qu'ils ont déjà vécu dans le conflit. L'éveil cesse d'être un souvenir pour devenir une façon de respirer. La vie continue avec ses imperfections et pourtant tout semble plus léger, plus compréhensible, comme si chaque événement avait son but silencieux. Il n'y a plus de désir de contrôler les chemins. Il y a une confiance qui vient de l'intérieur, une connaissance qui n'a pas besoin d'explication. L'homme marche plus simplement. Dans chaque choix, il cherche la cohérence. Il a appris que la cohérence est la forme la plus pure de la foi, agir en accord avec ce qu'on sait être la vérité même, sans garantie. Il ne confond plus la force avec la rigidité, ni la vulnérabilité avec la faiblesse. Son silence est maintenant différent. Ce n'est pas une fuite, c'est une écoute. Il est devenu capable d'entendre son âme avant de répondre au monde. La femme change également sa façon d'être dans la réalité. Il y a quelque chose dans sa façon de bouger, de parler, de toucher les choses, une attention silencieuse qui n'a pas besoin d'explication. Elle comprend que l'énergie qu'elle dépensait autrefois à essayer de comprendre les autres se transforme maintenant en créativité, en art, en beauté. L'amour ne la dévore plus, il s'étend à travers elle. Et partout où elle passe, elle laisse des traces de petites graines de clarté que les autres remarquent sans savoir comment les expliquer. Quand les deux se regardent même de loin, ils savent que ce regard n'appartient pas seulement à cette vie. C'est la reconnaissance qu'il y a eu de nombreuses formes, de nombreux chemins, et que maintenant l'expérience humaine n'est qu'une autre étape du même apprentissage, la connaissance de l'amour dans toutes ses manifestations. Carl Jung disait que chaque être humain porte en lui son soi, l'étincelle divine qui guide son chemin. Et ce soi, lorsqu'il s'éveille, réorganise tout. Il n'élimine pas l'ego, mais le remet à sa place comme un outil et non comme le maître. C'est pourquoi l'homme agit désormais avec plus de clarté et moins de précipitation. C'est pourquoi la femme ressent plus d'intuition et moins de doute. Les deux vivent en harmonie avec le rythme de l'invisible et l'invisible répond. Les synchronicités se manifestent à nouveau, des rencontres fortuites, des mots prononcés au bon moment, des signes subtils comme venus d'un plan supérieur. Ils comprennent que la vie parle constamment. Il suffit d'apprendre à écouter. Rien n'est accidentel, tout est interconnecté. Et cette perception les maintient dans un état de révérence. Ils sont devenus des canaux. L'énergie qui les unissait autrefois par désir circule maintenant à travers eux vers quelque chose de plus grand. L'homme enseigne sans le remarquer, inspirant simplement par sa façon de vivre.
La femme guérit simplement par son existence en maintenant la pureté de l'amour silencieux. Et tous deux sentent à divers moments que quelque chose les observe à travers eux. Une conscience qui les utilise comme instrument pour manifester ce dont le monde a besoin. La vie n'est plus une séquence d'événements mais un dialogue entre l'âme et le divin. Tout ce qui vient est une leçon. Tout ce qui s'en va est une libération. Rien n'est accidentel et rien n'est éternel. Ils ont compris que ce qui est vraiment important n'est pas perdu, car ce qui est réel n'a jamais dépendu de la forme. Ainsi, ils continuent non pas en cherchant des réponses, mais en vivant paisiblement les questions. L'homme trouve un sens dans la simplicité. La femme trouve l'éternité dans l'instant. Les deux vivent dans le monde, mais n'appartiennent plus à son illusion. Ils sont conscients, et la conscience est la maison où ils trouvent enfin la paix. Le temps passe, mais pour eux, le temps n'est plus le même. Auparavant, le temps était une ligne, un chemin à parcourir, comptabilisant les pertes et les réussites. Maintenant, le temps est un espace, quelque chose qui bouge à l'intérieur d'eux et non à l'extérieur. Les jours se suivent, mais il y a un silence dans la façon dont ils perçoivent le flux. Ils ne courent plus vers l'avenir, car ils savent que l'avenir n'est pas un lieu, mais un état de conscience qui se manifeste lorsque le présent est pleinement vécu. L'homme le remarque dans les petites choses. Le travail qui le pressait autrefois est maintenant accompli avec soin. La conversation auparavant banale devient significative. Il sent que chaque moment a sa propre texture et que la vie se révèle précisément dans les pauses, dans les intervalles qu'il ignorait auparavant. Parfois, lorsqu'il marche, il sent le vent sur son visage, non comme une distraction, mais comme une union. Et là, il comprend que le temps n'est pas un ennemi, c'est un compagnon. Le temps enseigne la patience, et la patience rend sage. La femme vit la même chose, mais différemment. Elle sent que le temps s'incurve désormais autour de la sensibilité. Les cycles, les phases, les changements du corps et de l'âme, tout semble dialoguer dans le même rythme silencieux. Ce qui était anxiété est maintenant devenu acceptation. Elle comprend que rien ne fleurit avant l'heure et que la maturation est une forme de prière. Le temps est pour elle un espace où le divin se manifeste avec précision. Chaque événement porte un message et chaque absence aussi. Les deux commencent à comprendre le destin non pas comme quelque chose à conquérir, mais comme quelque chose qui se révèle lorsque l'esprit cesse de résister. Ils voient la vie comme un organisme intelligent, une symphonie qui se compose d'elle-même, note après note. Le destin pour eux n'est pas ce qui arrive, mais comment tu es présent à ce qui arrive. L'acceptation devient une force, et la force à ce moment est la capacité de rester calme, même face au mystère. Carl Jung disait que ce à quoi nous résistons persiste. Ce que nous acceptons se transforme. Ils en font l'expérience. L'homme ne se bat plus contre ce qu'il ressent, il observe. La femme n'a plus peur de ce que l'avenir apportera. Elle fait confiance, et dans cette assurance tranquille, le temps cesse de blesser. Il devient un maître, non un bourreau. Il y a des jours où tout semble ordinaire, le travail, les embouteillages, le silence, et pourtant une énergie sacrée vibre dans l'air. Ils comprennent que le divin n'a jamais été loin. Le divin est le mouvement même de la vie en train de se produire. C'est dans le geste de la respiration, dans l'instant où deux regards se croisent dans la naissance et l'adieu dans le rire et les larmes. Il n'y a plus de séparation entre Dieu et la vie quotidienne. Ils comprennent que l'éternité ne commence pas après la mort. L'éternité commence à l'instant où l'être s'éveille à la vie. Et plus ils en prennent conscience, plus cela devient simple. La simplicité devient la plus haute expression de la sagesse. Ils n'ont plus besoin d'expliquer quoi que ce soit, juste de vivre, juste d'être, parce qu'être soi-même est la prière la plus profonde. Avec le temps, ils commencent à comprendre que ce qu'ils appelaient Dieu n'est pas à l'extérieur observant de loin, mais à l'intérieur pulsant en toute chose. Ce n'est ni une voix, ni une figure. C'est une présence qui soutient ce qui est. Quand il se tait pour écouter, il sent sa propre respiration s'aligner avec quelque chose d'énorme, quelque chose qui respire avec le monde. Quand elle regarde un arbre ou un enfant, elle sent que c'est le même regard qui voit et qui la voit. Le divin a cessé d'être une idée pour devenir une expérience, une continuité tranquille entre ce que nous appelons « je » et ce que nous appelons la vie. À partir de cette perception, les frontières se dissolvent. L'homme ne voit plus de séparation entre le travail et la prière, entre l'action et la méditation. Chaque geste devient une offrande, et l'existence même une forme de gratitude. Il comprend que tout ce qu'il fait consciemment est un service, non pas parce que quelqu'un l'observe, mais parce que chaque action consciente élargit le champ de la vie. La femme vit le même mouvement à travers la sensibilité, en touchant, en soignant, en créant. Elle sent le monde répondre. L'énergie qui ne circulait autrefois que comme émotion se manifeste maintenant comme guérison. Elle comprend qu'aimer est une façon de permettre à Dieu de s'exprimer à travers elle,
et sans le remarquer, elle commence à rayonner ce qu'elle cherchait à trouver autrefois. Les deux découvrent que le divin n'est pas dans la hauteur, mais dans la profondeur. C'est dans le regard attentif, dans le geste simple. Au moment où tu reconnais l'autre comme une partie de toi, la dualité, juste et faux lumière et ombre, gain et perte, se transforme en complémentarité. Ils n'ont plus besoin de choisir leur camp. Ils restent simplement au centre, observant le flux. Le bien et le mal, le plaisir, et la douleur, tout sert le même objectif, la croissance de la conscience. Jung disait que l'âme humaine est le champ où le divin se manifeste à travers l'expérience, et c'est ce qu'ils vivent maintenant. La spiritualité n'est plus une quête, c'est un témoignage. Ils n'essaient plus de comprendre le mystère, ils le laissent simplement être. Et plus ils l'acceptent, plus ils comprennent que le mystère n'a jamais été quelque chose d'inaccessible. Il a toujours été l'être lui-même. Les jours s'écoulent, mais la perception a changé. Le soleil levant n'est pas seulement de la lumière, c'est un symbole de renouveau. La nuit n'est pas une absence, c'est un retour à l'invisible. Tout a une voix, et ils ont appris à entendre ce que disent les choses, quand personne ne parle, l'arbre, l'eau, le bruit du vent, le silence entre deux battements de cœur. Tout est devenu une partie de la même prière. Et il y a des moments où, dans la solitude sans raison apparente, ils sentent des larmes silencieuses couler sur leurs joues. Non pas de tristesse, mais de gratitude, comme s'ils avaient enfin compris ce qui était devant eux depuis toujours, que la vie elle-même est un miracle, et que l'amour dans sa forme la plus pure n'est qu'une conscience éveillée. Le divin cesse ainsi d'être un concept pour devenir une présence vivante. Non pas ce vers quoi on tend, mais ce qui a toujours habité en eux. Ils se sont simplement souvenus. Avec ce souvenir vivant à l'intérieur d'eux, la souffrance prend également une autre forme. Elle ne disparaît pas, elle se transforme. Auparavant, la douleur était quelque chose à surmonter, un obstacle. Maintenant, elle est comprise comme une transition, comme un langage de l'âme qui exige l'attention. Ils reconnaissent que la souffrance n'est pas une punition, mais un mouvement. La façon dont la vie réorganise ce qui n'est pas encore éveillé. Quand la douleur arrive, l'homme ne se referme plus. Il respire. Il permet à la douleur de traverser le corps sans se transformer en colère. Il sent qu'il y a quelque chose derrière la douleur, observant ses propres sensations. Une conscience qui reste intacte même lorsque le cœur saigne. Cette perception le rend libre. Il comprend que la douleur ne le diminue pas, mais l'approfondit, que chaque perte ouvre un espace pour quelque chose de plus réel. La femme face à la douleur trouve une nouvelle forme de tendresse. Elle n'essaie pas de fuir, n'essaie pas d'expliquer. Elle sait que toute émotion, aussi sombre soit-elle, porte en elle la graine d'une révélation. Elle ferme les yeux et accepte. Et dans cette acceptation, elle découvre que même la tristesse peut être sacrée, parce que sentir quand c'est vécu consciemment est une forme de purification. Ils comprennent que la souffrance et le plaisir sont des vagues de la même mer. Elles vont et viennent, mais la mer, ce qui observe, ce qui soutient, ne change jamais. Cette compréhension leur permet de marcher tranquillement vers l'inévitable. Ils n'attendent pas que la vie soit parfaite. Ils reconnaissent la perfection dans l'imperfection. Le chaos extérieur ne les menace plus, parce qu'il y a un centre qui ne dépend pas des circonstances. Carl Jung disait que l'âme a besoin de conflits, car c'est du frottement des opposés que naît la lumière de la conscience. Ils vivent cela en silence. Ils ne se battent plus contre ce qui est. Ils utilisent chaque expérience comme un miroir. Quand quelque chose fait mal, ils demandent que cela essaye-t-il de me montrer. Et la réponse vient non pas en mots, mais en compréhension ressentie. La vie devient un dialogue constant entre l'humain et le divin, entre celui qui souffre et celui qui observe. L'impermanence qui effrayait autrefois inspire maintenant la révérence. Ils savent que tout passe, mais que c'est précisément le passage qui donne un sens à l'existence. L'amour, le rire, les séparations, les rencontres. Tout est précieux précisément parce que c'est éphémère. Et quand ils regardent quelqu'un qu'ils aiment, ils ne demandent pas que cela dure. Ils remercient simplement pour l'instant. Cette gratitude devient une forme de prière sans mots. Avec le temps, ils comprennent que la vie n'a jamais promis la constance. Elle a promis le mouvement, et que le vrai repos n'est pas d'éviter le mouvement, mais de danser avec lui. Ils dansent non avec le corps, mais avec l'âme, un rythme invisible qui guide l'univers. Chaque événement est une note, et chaque émotion est une mélodie. Et au milieu de cette musique infinie, le silence reste le chef d'orchestre. Ils vivent, sentent, pleurent, riant, mais quelque chose en eux reste intact, observant tout. Ce quelque chose est ce qu'il a toujours été et sera toujours. La conscience. Ni un personnage, ni une histoire, ni un nom. Mais ce qui observe l'histoire, ce qui bouge derrière le regard, ce que Jung appelait le soi, le centre qui contient tous les opposés, le noyau, où se rencontrent l'humain et le divin. Et c'est là qu'ils comprennent enfin la souffrance, l'amour
Le temps l'autre, tout était le même chemin les ramenant à la maison. Avec le temps, cette prise de conscience cesse d'être seulement un refuge intérieur et commence à se manifester dans le monde. Elle devient action, geste, regard, choix. L'homme et la femme commencent à rayonner ce qu'ils ont découvert, non par intention, mais par nature. Tout ce qu'ils font porte une nouvelle vibration tranquille qui transforme sans effort. Leur façon de parler, de marcher, d'écouter les autres commence à affecter l'environnement. Les gens sentent quelque chose de différent en eux, bien qu'ils ne puissent l'expliquer. L'homme vivant à partir de ce centre devient une présence sans chercher à convaincre. Il vit simplement avec une telle sincérité que la vie elle-même devient l'argument. Dans les conversations, il y a de l'écoute, dans les conflits de la clarté, dans le travail un but. Il ne cherche pas la reconnaissance, mais la reconnaissance le trouve. L'esprit n'a plus de pouvoir sur lui, le cœur ne le trouble plus. Il agit de l'intérieur vers l'extérieur, guidé par l'intuition, ce même instinct qu'il craignait autrefois et qui est maintenant son allié. La femme manifeste cette conscience comme une tendresse organisatrice. Sa présence adoucit l'espace. Là où il y a le chaos, elle apporte le rythme. Là où il y a le bruit, elle apporte le silence. Elle n'a plus besoin de se défendre car elle a compris que rien de vrai ne peut être blessé. Son regard est calme mais ferme. Ses mots sont peu nombreux mais précis. Il y a de la sagesse dans chacun de ses gestes, et cette sagesse est contagieuse. Elle inspire sans parler, elle guérit sans essayer. Les deux, chacun à sa manière, deviennent des ponts. L'énergie qu'ils ont découverte en eux s'écoule naturellement dans le monde. Ils commencent à attirer des gens qui cherchent quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. Et sans enseignement, sans formule, juste par leur façon de vivre, ils montrent qu'il est possible de vivre en paix. Non pas la paix de l'absence, mais celle qui naît au milieu de la vie, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence. La création aussi change. L'homme ressent le désir de construire, de partager, d'enseigner. La femme ressent le désir de créer, d'embellir, de s'exprimer. La conscience qui les unit se manifeste comme service, comme art, comme geste de soin. Ils comprennent que le but de la vie n'était pas seulement de s'éveiller, mais d'exprimer cet éveil. Il ne suffit pas de comprendre, il faut incarner ce qui est compris. Et c'est ce qu'ils commencent à faire, non comme une mission, mais comme une manière naturelle d'être. Le monde reste le même, mais leur perception le rend différent. Ce qui leur semblait autrefois du bruit résonne maintenant comme une harmonie. Chaque personne rencontrée sur leur chemin est vue comme une partie de la même histoire. Ils ne jugent pas, ne classifient pas, ils comprennent seulement, sachant que tout est en chemin à différentes étapes du même retour. Et quand ils regardent en arrière vers l'époque où le désir était confusion et le silence solitude, ils ressentent de la gratitude. Ils comprennent que rien n'a été vain, que même les erreurs et les souffrances ont eu leur fonction dans le tableau plus large. La vie a toujours su ce qu'elle faisait. Ils avaient juste besoin d'apprendre à voir. Maintenant ils voient, et la vérité c'est tout. Avec le développement de cette conscience, la façon dont ils interagissent avec les autres commence également à changer. L'amour, l'amitié, le soin, tout prend une autre texture, une autre qualité de présence. Ils ne communiquent plus pour combler des manques, mais pour partager une plénitude. Ils n'exigent pas, n'imputent pas, ne projettent pas. Ils perçoivent l'autre comme une extension du même champ de vie qui les habite. Carl Jung disait que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la conscience à l'obscurité. C'est ce qu'il pratique dans les relations. La lumière n'est pas une fantaisie, c'est de la clarté. Chaque lien devient un miroir où l'ombre de soi se révèle non pour la nier, mais pour la comprendre. Ils n'évitent pas l'inconfort, ils l'observent avec curiosité. Lorsque quelqu'un éveille en eux de fortes émotions, colère, jalousie, peur, ils savent que l'ennemi n'est pas l'autre personne, mais quelque chose à l'intérieur d'eux qui demande à être vu. Ainsi, les relations cessent d'être un champ de bataille pour devenir un champ de conscience. L'homme apprend à être présent sans se défendre. Auparavant, se sentant vulnérable, il se refermait. Maintenant, il observe ce qui émerge et laisse le sentiment l'instruire. Il comprend que le vrai courage n'est pas l'invulnérabilité, mais de permettre au cœur de rester ouvert même quand ça fait mal. C'est la voie du masculin conscient. Transformer l'impulsion de domination en don de compréhension. Il découvre qu'écouter est plus puissant que réagir et que servir peut être la plus haute forme de leadership. La femme, à son tour, apprend à construire des relations sans s'y dissoudre. Elle confondait autrefois l'empathie avec l'abandon total de soi. Maintenant, elle comprend que la compassion exige aussi des limites. Elle réalise que sa fonction n'est pas de guérir l'autre, mais de rester entière face à lui. Et cette intégrité est en soi une forme de guérison. Jung disait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. C'est ainsi qu'elle vit, et c'est ce qu'elle enseigne simplement par son existence. L'amour pour elle n'est plus un effort, c'est un état naturel.
Les deux comprennent que chaque relation est un pont entre des mondes intérieurs. Chaque personne qui apparaît porte un message, une partie de la psyché collective, demandant à être intégrée. Ils ne voient plus les autres comme bons ou mauvais, mais comme des manifestations différentes du même inconscient humain. Ce qui provoquait autrefois le jugement éveille maintenant la compréhension. Et cette compréhension apporte un nouveau type d'amour, celui qui n'idéalise pas, mais accepte. Jung écrivait que nous sommes tous les fils d'un même tissu, et ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons à nous-mêmes. Ils commencent à vivre exactement de cette manière. L'empathie cesse d'être une vertu pour devenir une perception. Quand ils voient quelqu'un souffrir, ils ressentent le reflet de cette douleur à l'intérieur d'eux-mêmes. Et sans chercher à sauver, ils rayonnent simplement une présence, un type de silence qui console plus que 1000 conseils. Cette nouvelle façon d'interagir change également leur vision du monde. Ils n'attendent plus que l'humanité change de l'extérieur. Ils savent que chaque transformation commence dans l'individuel, dans le conscient. Jung appelait cela le processus d'individuation. L'être devient une personnalité authentique et ce faisant affecte l'inconscient collectif. Ils comprennent que le véritable service à l'humanité n'est pas d'essayer de la corriger, mais de vivre avec une telle conscience que l'existence même devient un exemple vivant d'équilibre. L'homme représente maintenant l'archétype du roi sage, celui qui se gouverne lui-même avant d'essayer de guider les autres. La femme incarne l'archétype de la grande mère, consciente celle qui nourrit, sans se perdre, qui accepte, sans asservir. Les deux sont l'expression du même principe, l'équilibre, entre les opposés qui engendrent l'harmonie. Et avec chaque lien, chaque geste, ils répandent invisiblement cette harmonie comme des vagues dans la mer. Ils comprennent qu'il n'y a pas de mission plus importante que de vivre selon leurs principes, pas besoin de parler de spiritualité ni de convaincre qui que ce soit de l'importance de la pleine conscience. Leur présence parle d'elle-même. Et quand ils se taisent, le silence enseigne. Avec le temps, leur conscience commence à dépasser le personnel. Ils comprennent que ce qui se passe à l'intérieur de l'être n'est jamais contenu. Chaque pensée, chaque émotion, chaque geste participe à quelque chose de plus grand. Carl Jung appelait cela l'inconscient collectif, le champ commun de l'expérience humaine qui vit en chacun de nous. Ce qui s'éveille en soi s'éveille aussi en tout. Ce qui guérit dans le silence guérit au nom de beaucoup. L'homme commence à remarquer cette toile invisible dans les rencontres quotidiennes. La façon dont vous réagissez à un étranger dans les embouteillages, la façon dont vous écoutez un ami, le ton avec lequel vous parlez à un enfant, tout a des conséquences. Chaque action est une graine jetée dans ce sol collectif. Et il comprend que le monde ne change pas par de grands discours, mais par la vibration que porte chaque mouvement. Quand il agit à partir de la conscience, il change le champ autour de lui. Sa sérénité devient un environnement. La femme éprouve intuitivement la même reconnaissance. Elle sent l'inconscient collectif comme une respiration vivante. Elle sent quand le monde est tendu, sent quand il y a de la peur, sent quand il y a de l'espoir. Et au lieu de se laisser emporter par ces vagues, elle choisit de jeter l'ancre calmement. Elle devient ce que Jung appelait un point de compensation, l'endroit où l'équilibre redevient possible. Le féminin conscient agit ainsi, soutenant tranquillement la vibration du tout en harmonie. Jung disait que le changement chez l'individu est le seul changement qui ait un sens réel, car l'individu est la base de la société. Ils comprennent que changer le monde est la conséquence naturelle de se changer soi-même. Ils n'essaient de convertir personne, ils vivent simplement avec cohérence. Et cette cohérence se propage comme un parfum. Leur monde commence à changer les conversations, les décisions, l'environnement. L'inconscient collectif, alimenté par des siècles de peur et de séparation, commence à recevoir de nouvelles images, des images de présence, de confiance, d'une humanité réconciliée. Progressivement, ils comprennent que le vrai rôle de l'être éveillé est de participer au monde sans s'y perdre. L'homme retourne à son travail, mais travaille différemment, avec intention, avec attention. La femme s'engage dans les relations mais ne prend pas le poids de chacun d'eux. Ils sont devenus des conducteurs. Le divin circule à travers eux non pas pour être retenu mais pour être partagé. C'est le moment où la spiritualité cesse d'être un refuge pour devenir une responsabilité. La conscience éveillée ne s'éloigne pas du monde. Elle se manifeste dans le monde donnant forme à la compassion. Ils voient l'injustice, la douleur et le déséquilibre, mais ils ne désespèrent plus. Ils savent que tout cela fait partie du même processus de maturation de l'humanité. Comme Jung l'a décrit, l'ombre collective doit émerger pour que la lumière puisse s'intégrer. Et en restant sains d'esprit au milieu du chaos, ils aident le tout à trouver un nouveau centre. Leur présence, même silencieuse, devient une guérison sociale. L'homme devient un étalon de calme au milieu du chaos. La femme est la sagesse au milieu de la peur. Et partout où ils sont, l'énergie change, non pas parce que quelque chose les y oblige,
mais parce qu'il n'y a plus de résistance en eux. L'inconscient collectif reconnaît cela comme un rappel de ce qu'un état d'équilibre est possible à la fois humain et divin. Ils comprennent que la vie consciente est le plus grand service qu'ils puissent offrir. Et peu à peu, ils comprennent ce que Jung voulait dire en affirmant que ce qui se passe dans le monde extérieur est le reflet de ce qui se passe dans le monde intérieur de l'homme. Ce qui semblait autrefois de petites victoires personnelles, le contrôle d'une impulsion, le choix de la paix et le pardon, est maintenant considéré comme une contribution à la guérison de l'humanité. Rien n'est petit quand cela vient de la conscience. Avec le temps, cette perception de l'inconscient collectif se transforme en impulsion créatrice. L'homme et la femme sentent qu'il ne suffit pas de comprendre, il faut exprimer. La conscience, lorsqu'elle mûrit, exige une forme. Et cette forme peut être l'art, le travail, la parole, le geste, tout acte, qui transforme l'invisible en matière. L'homme commence à ressentir le désir de créer quelque chose d'utile, non pas par ambition, mais parce qu'il comprend que le talent qu'il possède ne lui appartient pas. C'est la manifestation de la vie à travers lui. Les idées viennent naturellement. Les projets qui semblaient autrefois un effort naissent maintenant comme une extension de l'âme. Il comprend que toute vraie création est une offrande. Comme l'écrivait Jung, l'art est la voie naturelle de l'inconscient vers la conscience. Il crée non pas pour se montrer, mais pour révéler quelque chose du collectif qui l'habite. Et ce faisant, il façonne des symboles qui touchent d'autres consciences et leur rappellent ce qu'elles ont oublié d'être. La femme vit la même vocation différemment. Sa créativité n'est pas seulement artistique, elle est existentielle. Elle transforme l'environnement en harmonie, elle transfigure les gens par sa présence, elle transforme le quotidien en rituel. Le simple acte de cuisiner, d'écrire, d'écouter, de soigner devient une expression du sacré. Elle comprend ce que Jung appelait la fonction transcendante, le point où l'invisible et le visible se rencontrent et s'unissent. Chacune de ces actions est un pont, et par ce pont, l'inconscient collectif retrouve l'équilibre. Leur conscience commence à engendrer un but. Il n'y a plus besoin de chercher le sens de la vie, car la vie elle-même est devenue le sens. Travailler, aider, construire, inspirer. Tout cela est la manifestation de la même force qui les a unis autrefois dans le silence. L'homme éprouve du plaisir à voir ce qu'il touche s'épanouir. La femme ressent la paix à voir ce qu'elle accepte guérir. Les deux agissent guidés par le même principe, servir le tout. Et progressivement, le service s'élargit. Il enseigne ce qu'il a appris sur la présence, sur la puissance du regard conscient. Elle partage ce qu'elle a appris sur l'amour et les limites sur la façon de rester douce sans se perdre. Ils ne se voient ni comme des maîtres ni comme des exemples. Ce sont des gens ordinaires vivant dans un état de veille. Et cela suffit à toucher leur entourage. Jung disait que la tâche de l'homme moderne est d'apporter la conscience à la matière. Ils le comprennent intuitivement. La conscience n'est pas dans la hauteur, mais dans le simple geste d'être éveillé dans le monde. Chaque fois que quelqu'un est inspiré par eux, c'est le collectif qui répond. L'âme de l'humanité se souvient un peu plus d'elle-même. Ainsi, l'éveil cesse d'être personnel pour devenir un mouvement. Ce qui a commencé comme l'amour entre deux êtres se manifeste maintenant comme un flux de transformation. L'énergie qui les faisait se chercher l'un l'autre les pousse maintenant à soutenir le monde. Ils ne sauvent personne, ils ne cherchent pas de résultats. Ils sont simplement fidèles à l'état intérieur atteint. Et cela suffit. Comme l'écrivait Jung, aucun arbre ne peut pousser jusqu'au ciel sans que ses racines n'atteignent l'enfer. Ils ont traversé les profondeurs, affronté l'inconscient, et ils sont maintenant des arbres entiers solides vivants connectés à la terre et au ciel. Leur présence même silencieuse sert de rappel constant que l'humain et le divin n'ont jamais été séparés. La conscience s'exprime dans leurs mains, dans leurs mots, dans leurs yeux, et à travers eux, le monde s'éveille un peu plus. Au fil des années, cette conscience qui a commencé comme un éveil individuel commence à se répandre dans les couches plus larges de la société. Elle se manifeste comme une nouvelle sensibilité collective, un désir tranquille, de vérité, de profondeur de sens. Les gens autour d'eux, sans même savoir pourquoi, commencent à ressentir le même appel intérieur. C'est l'inconscient collectif qui se dirige vers l'intégration. Carl Jung disait que la transformation du monde commence par la transformation d'un seul être conscient. Et c'est ce qui se passe. L'éveil de quelques-uns commence à semer l'éveil de beaucoup. L'homme le remarque dans les petites interactions. La manière dont vous parlez à une personne fatiguée, le respect que vous manifestez, le silence que vous gardez au milieu de la colère d'autrui, tout cela commence à résonner. Il comprend qu'être un exemple, ce n'est pas parler, c'est vivre honnêtement. L'intégrité crée un champ. Chaque fois que vous décidez d'agir consciemment, vous nourrissez une image différente dans l'inconscient collectif. L'image de l'homme qui protège sans dominer, qui guide sans contrôler, qui aime sans posséder. La femme à son tour sent que le monde commence à répondre à ses vibrations.
De plus en plus de gens recherchent en elle la sagesse intuitive qu'ils ont perdue. De plus en plus de cœurs s'apaisent autour d'elle. Elle est l'archétype du féminin restauré. Un féminin qui guérit sans se sacrifier, qui accueille sans s'effacer. Carl Jung disait que l'énergie féminine est le porteur naturel de l'âme. Et lorsque cette énergie s'éveille en équilibre, l'inconscient collectif retrouve le chemin de l'entièreté. Elle devient le canal de cette force légère mais ferme, aimante mais claire. Et ce qui semblait n'être qu'une histoire de deux personnes se révèle désormais comme un symbole. Il symbolise le mariage sacré, des opposés, ce que Jung nommait la conjunctio, l'union alchimique du masculin et du féminin au sein du psychisme. Cette union n'est pas seulement un amour humain, c'est une réconciliation archétypale. C'est un pont entre l'esprit et la matière, la raison, et les émotions, l'action et la contemplation. Leur équilibre devient le reflet de l'équilibre que le monde commence à rechercher. Avec le temps, cette énergie atteint l'art, l'éducation, la manière de travailler, la création, la communication. Les vieilles structures basées sur la peur et la division commencent naturellement à se désagréger, non pas par rébellion mais par évolution. Une nouvelle éthique n'est plus humaine, plus consciente, plus connectée à l'intégrité. L'homme se sent partie prenante de la nature et non son maître. La femme se sent la voix de la vie et non sa victime. Tous deux comprennent que vivre en harmonie avec le tout n'est pas une utopie mais un retour. Jung a écrit que l'avenir de l'humanité dépendra d'un changement dans la conscience collective. Et c'est précisément ce changement qui commence à se produire discrètement à travers chaque individu qui se reconnaît comme faisant partie du même tissu. Le divin cesse d'être un dogme et devient une perception. Les distinctions entre culture, croyance et idéologie perdent de leur rigidité. Les gens commencent à comprendre que la même étincelle anime tout. Et cette compréhension, lorsqu'elle se propage, change la destinée de l'espèce. L'homme et la femme continuent de vivre, de vieillir, de changer, mais ils savent désormais que chaque souffle est une contribution. La simple conscience est déjà un service. Ils ne recherchent ni la gloire ni l'éternité. Ils savent que l'éternité habite déjà en eux, et chaque personne qui croise leur chemin emporte un peu de ce souvenir. Sans le savoir, ils deviennent des symboles vivants de ce que Jung appelait l'inconscient collectif de l'humanité, en train de prendre conscience d'elle-même comme d'un être unique. La nouvelle humanité qui émerge de ce mouvement est plus lente, plus sensible, plus réelle, moins attachée à l'idée de progrès, plus centrée sur le présent, moins tournée vers l'extérieur, plus concentrée sur l'essentiel. Ce n'est pas une civilisation de machines parfaites, mais une civilisation d'âmes entières. Et dans chacune de ces âmes, il y a l'étincelle de la même lumière qui a jadis brillé entre eux, une lumière qui n'appartient à personne, mais habite en tous. À mesure que ce mouvement se développe, il devient de plus en plus clair que ce qui se passe n'est pas seulement une transformation intérieure ou sociale, mais quelque chose de beaucoup plus profond, un réalignement entre le psychisme humain et l'univers lui-même. Carl Jung nommait cela l'anima mundi, l'âme du monde, la dimension vivante et intelligente qui relie tout ce qui existe. Il disait que le psychisme individuel est comme une cellule au sein de cette âme plus vaste, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur de l'homme se produit aussi à l'intérieur du cosmos, et ce qui se passe dans le cosmos se reflète à l'intérieur de chaque être humain. Didactiquement, on peut comprendre cela ainsi: lorsque l'homme prend conscience de lui-même, il aide l'âme du monde à se connaître un peu mieux. Chaque être éveillé est comme une fenêtre à travers laquelle l'univers peut s'observer. Par conséquent, la conscience individuelle et collective ne sont pas deux choses différentes, mais deux reflets de la même présence, vus sous des angles différents. L'homme perçoit cela rationnellement et symboliquement. Il comprend que la pensée humaine possède une force créatrice. Chaque croyance, chaque image intérieure influence la matière. Jung expliquait que l'inconscient n'est pas seulement psychologique mais aussi énergétique. Il façonne la réalité à travers les symboles qu'il contient. Lorsque la société cultive la peur, le monde devient plus hostile. Lorsqu'elle cultive la confiance, la vie répond par l'harmonie. La conscience crée le champ où la réalité se produit. La femme comprend ce même principe intuitivement et sensoriellement. Elle sent que tout est vivant, l'eau, l'air, la terre, le son. Elle comprend que la planète a un souffle, le temps un pouls, et le silence une voix. Jung disait que l'inconscient parle à travers les images, les rêves et les sensations. Et la femme vivant consciemment devient l'interprète de ce langage universel. Elle comprend ce que le monde essaie de dire avant même que le monde ne parle. Et cette écoute profonde est en elle-même un acte de guérison. Didactiquement, c'est comme si nous étions tous connectés par un immense champ d'énergie symbolique. Chaque pensée est une vibration qui s'additionne aux autres,
formant l'atmosphère psychique de la planète. Lorsque l'homme et la femme restent centrés, équilibrés entre les émotions et la raison, ils contribuent à la stabilisation de ce champ. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la psychologie des profondeurs en action. Jung disait que l'inconscient collectif est un organisme vivant, et chaque conscience éveillée est comme une cellule saine à l'intérieur de celui-ci. Lorsque l'équilibre est atteint dans la majorité de ces cellules, l'organisme dans son ensemble commence à guérir. Le résultat pratique est évident. Moins d'agressivité, plus d'empathie, des décisions plus sensées, des relations plus conscientes. Les gens commencent à agir plus consciemment, à consommer plus responsablement, à créer sans détruire. Tout cela commence de l'intérieur vers l'extérieur. L'humanité commence à se comporter comme un tout unique qui se rend enfin compte que ses parties sont interconnectées. Alors l'homme et la femme comprennent que leur processus personnel d'intégration avait un objectif universel, se souvenir que la vie n'est pas la somme d'individus isolés, mais un réseau de conscience qui se reconnaît. Chaque geste, chaque pensée et chaque émotion est un message au sein de ce réseau. Par conséquent, vivre consciemment n'est pas seulement une vertu, c'est une forme de participation cosmique. Jung affirmait que le psychisme et le cosmos sont deux aspects d'une seule réalité. Comprendre cela didactiquement signifie prendre conscience que l'esprit humain n'est pas séparé de l'univers. Il est l'un des outils par lesquels l'univers pense, rêve et se transforme. Et lorsque l'homme s'éveille à cette vérité, il ne se sent plus petit face à l'infini. Il comprend que l'infini habite en lui. Cette perception change toute la façon dont il travaille, aime par le crée, et même la façon dont il souffre, car il comprend maintenant que chaque émotion est une vague dans l'océan du tout, et que prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'intégrité. L'éveil individuel devient le moyen le plus concret de servir l'évolution de la vie. Lorsque cette perception cosmique mûrit, elle commence à prendre une forme pratique dans la vie quotidienne. La conscience cesse d'être une idée philosophique et devient une manière concrète de vivre. Carl Jung disait que la véritable connaissance spirituelle n'a de valeur que lorsqu'elle se manifeste dans les actes humains. L'esprit s'éveille, mais les pieds restent sur terre. C'est à ce moment que l'homme et la femme commencent à intégrer le divin dans la matière. L'homme applique cette nouvelle vision dans sa manière d'agir. Avant, il travaillait pour avoir. Maintenant, il travaille pour exprimer. Il comprend que chaque profession, chaque fonction sociale peut être un outil de l'âme. L'ingénieur, le fermier, l'artiste, l'enseignant. Tous manifestent des aspects du psychisme collectif. Lorsqu'il agit consciemment, il crée l'harmonie. Lorsqu'il agit égoïstement, il engendre le déséquilibre. Il comprend didactiquement que le travail est une forme de méditation active, une prière en mouvement. La femme vit cette intégration à travers la sensibilité. Elle comprend que la planète et le corps ont le même rythme, cycle, pause, phase. Prendre soin du corps devient prendre soin de la terre. Préserver la nature, c'est préserver le féminin de la création. Elle sent que tout ce qui est nourri par l'amour fleurit et tout ce qui est cultivé avec négligence se flétrit. Jung expliquait que l'inconscient communique par des symboles et le symbole du féminin est la terre fertile, réceptive et créatrice. En respectant le rythme de la vie, elle devient le symbole vivant de cet équilibre. Didactiquement, nous pouvons comprendre que la conscience collective apprend à aligner la pensée sur la réalité naturelle. La pensée excessivement rationnelle typique des siècles de domination de l'archétype masculin a conduit au progrès technique mais aussi à la déconnexion. Maintenant, l'inconscient exige un retour au féminin, l'empathie, la pause, l'écoute, l'intuition, non pas pour remplacer la raison mais pour l'équilibrer. Comme le disait Jung, il n'y a pas de lumière sans ombre et pas d'entièreté sans opposé. L'intégration des opposés est le grand mouvement de l'évolution psychique et de la civilisation. Cette intégration commence par de petits choix. L'homme et la femme décident de consommer consciemment, de parler plus réfléchiment, d'écouter avant de réagir. Ces simples décisions changent le champ collectif. La société ne change pas par décret, mais par une séquence multipliée. Chaque personne éveillée devient, selon l'expression de Jung, un point d'individuation dans l'âme du monde. Et plus il y a de points conscients, plus le psychisme global devient clair. Cette clarté se manifeste aussi dans la spiritualité. La religion, autrefois basée sur la foi et l'obéissance, commence à se transformer en expérience directe. Les gens comprennent que le sacré n'est pas dans le temple, mais dans l'acte même de la conscience. Méditer, prier, contempler. Tout cela cesse d'être un rituel isolé et devient un mode de vie. L'homme appréhende le divin en marchant, en enseignant, en créant. La femme ressent le divin en prenant soin, en sentant, en accueillant. Tous deux comprennent didactiquement que Dieu n'est pas un concept, mais un état de présence. Et ainsi la spiritualité devient plus simple.
L'ego qui aspirait autrefois à la transcendance comprend maintenant que le ciel n'est pas en haut, mais à l'intérieur. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et cet éveil collectif est précisément ce qui se produit lorsque l'humanité commence à regarder à l'intérieur, non pas égoïstement mais avec responsabilité. Chaque regard intérieur est une fenêtre ouverte sur l'âme du monde. Avec le temps, cette conscience commence à influencer même les structures sociales. Les relations de pouvoir se transforment en partenariat. L'économie commence à valoriser l'équilibre au lieu de l'accumulation. L'éducation commence à former des personnes entières et pas seulement des esprits productifs. La politique se rapproche peu à peu du sens du service et non du contrôle. Rien ne change soudainement. La transformation est lente mais inévitable, car la conscience ne revient pas en arrière. Après avoir vu la vérité, une fois on ne peut plus l'oublier. L'homme et la femme voient tout cela avec sérénité. Ils savent que le monde porte encore des ombres, mais ils savent aussi que chaque ombre signale la présence d'une lumière proche. L'inconscient collectif, tel un corps en guérison, oscille encore entre la fièvre et le répit. Mais chaque action consciente aussi insignifiante qu'elle puisse paraître contribue à stabiliser ce corps plus grand, l'humanité, en cours de connaissance de soi. À mesure que le processus collectif progresse, il devient évident que l'humanité entre dans un nouveau stade de maturité psychique. Carl Jung a anticipé cette transition. Il disait qu'après des siècles de domination de la pensée rationnelle et du progrès technique, la prochaine étape évolutive serait l'intégration de la conscience avec le subconscient, la naissance d'un être humain plus entier, capable d'unir la raison, le corps, les émotions et l'esprit sur un même axe. Didactiquement, Jung expliquait que la civilisation occidentale a vécu jusqu'à présent sous la domination de l'ego collectif, symbolisé par le rationalisme et la soif de contrôle. Cette période était nécessaire. Elle a permis à l'homme de développer l'individualité, la science, le langage et la domination sur la nature. Mais le prix a été la perte de contact avec les couches profondes du psychisme. L'homme est devenu fonctionnel mais vide, productif mais déraciné. L'intuition féminine, l'âme, le symbolisme ont été réprimés. Et lorsqu'un pôle est nié, l'inconscient prend en charge la compensation. C'est précisément ce que nous observons maintenant, une compensation archétypale, la tentative naturelle de l'inconscient collectif de rétablir l'équilibre. L'intérêt croissant pour la connaissance de soi, la spiritualité et la psychologie des profondeurs n'est pas une mode, mais un symptôme du processus évolutif. L'âme humaine essaye de se reconnecter à ses racines symboliques. L'esprit rationnel commence à reconnaître ses limites et à s'ouvrir au mystère. Jung appelait ce mouvement l'individuation qui, à l'échelle collective, devient le processus d'individuation de l'humanité. Didactiquement, on peut dire que l'humanité sort de son adolescence psychique, marquée par l'arrogance et la désunion, et entre dans sa phase adulte marquée par la responsabilité et la conscience. Le nouvel homme ne rejette pas le monde matériel, mais l'intègre à la dimension spirituelle. Il comprend que le divin n'est pas au-dessus de la vie, mais en elle. Dans ce processus, l'homme représente le retour de la raison au service de l'âme. Il apprend à utiliser l'intellect comme un outil et non comme un tyran. La femme incarne le retour du sentiment à sa dignité originelle. La sensibilité cesse d'être une faiblesse et devient intelligence émotionnelle, empathie et sagesse. Et ensemble, le masculin et le féminin recommencent à collaborer à l'intérieur et à l'extérieur de chaque personne. Ce n'est plus une lutte de l'homme contre la femme, de la logique contre l'émotion. C'est un équilibre des opposés. Jung disait « Le but de l'individuation est de devenir ce que l'on est, d'intégrer ce qui a été séparé ». En pratique, cela signifie que le nouvel être humain reconnaît son ombre, en prend la responsabilité et cesse de la projeter sur les autres. Au lieu de voir des ennemis, il regarde des miroirs. Au lieu de chercher des coupables, il cherche la compréhension. Ce simple changement de perspective possède un pouvoir transformateur. La violence commence à céder la place à l'empathie, la peur à la confiance, la compétition à la coopération. Dans la culture, cela se manifeste par une nouvelle éthique. Les gens commencent à valoriser l'authenticité au lieu de l'apparence, le sens au lieu du statut. Dans l'économie, l'idée de durabilité grandit, ce qui est en essence l'inconscient collectif qui appelle à l'harmonie avec la planète. Dans la science, l'intérêt pour les frontières subtiles. Entre l'esprit et la matière, la conscience et la physique, le psychisme et l'énergie s'accroît. Tout commence à converger, comme si les différentes branches du savoir se souvenaient qu'elles ont poussé à partir d'une même racine. L'homme et la femme, désormais pleinement conscients, deviennent les représentants de cette nouvelle ère. Non pas comme des leaders, mais comme des symboles. Ils vivent simplement, mais leur présence montre que la transformation n'est pas une théorie,
mais une réalité incarnée. Ils sont ce que Jung appelait le soi manifesté, l'union harmonieuse de l'humain et du divin au sein d'un être conscient. Et cette nouvelle étape de l'humanité ne viendra pas avec des révolutions extérieures, mais avec des millions de petites intégrations intérieures. Chaque personne qui s'observe avant de réagir, qui respire avant de juger, qui pardonne avant de punir participe à l'évolution de l'espèce. L'inconscient collectif, à travers ses gestes, devient plus clair, plus cohérent, plus apte à refléter l'intégrité. Jung croyait que le salut du monde se trouve dans l'âme de l'homme. Sur le plan didactique, cela signifie que le destin de l'humanité ne dépend pas seulement de la technologie, de la politique ou de la science, il dépend de la conscience individuelle. Plus chaque être humain s'intègre, plus l'espèce devient entière. Et lorsque le psychisme collectif atteint un certain degré de clarté, la réalité elle-même reflète cet état, le monde se réalignera autour d'une nouvelle vibration, la vibration de la conscience éveillée. La conscience humaine, ayant atteint ce point d'intégration, achève un cycle et en commence un autre. Jung disait souvent que le sens de la vie est de devenir entier. Et c'est précisément ce que l'homme et la femme et en substance l'humanité comprennent finalement. Après des millénaires de fragmentation, de lutte entre la raison et l'émotion, entre l'esprit et la matière, l'homme commence à réaliser que tout a toujours été une seule réalité à différents stades de compréhension. L'ego, qui se croyait autrefois le centre de tout, apprend maintenant à servir le tout. L'esprit, autrefois instrument de division, devient un pont. Le cœur, autrefois vulnérable, devient une boussole, et l'union de ces éléments génère le vrai soi. Non pas un moi individuel, mais une conscience vaste qui inclut l'humain et le divin, le visible et l'invisible, ce qui naît et ce qui demeure. L'homme et la femme représentent cet archétype réalisé, le psychisme réconcilié avec l'âme du monde. Ils ne recherchent plus de sens, ils vivent comme l'expression du sens. Chaque geste est une présence, chaque parole est une création, chaque silence est une communication. La vie cesse d'être une quête et devient un acte continu de révélation. Dans le langage de Jung, c'est le retour au soi collectif, le point où l'humanité s'éveille à elle-même en tant que partie consciente du cosmos. Il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur, de mien et de tien, de divin et d'humain. Tout est un aspect du même processus d'autoconnaissance universelle. Le cycle du désir qui a commencé par un regard entre deux êtres atteint maintenant le regard de l'univers sur lui-même. Le psychisme humain réconcilié devient le miroir de l'entièreté, et dans le reflet de ce miroir, le cosmos se reconnaît non pas comme un mystère lointain, mais comme une présence vivante dans chaque âme éveillée. C'est le moment où le voyage se transforme en éternité. La conscience humaine comprend qu'il n'y a pas de fin, il n'y a que continuité. La vie est l'acte même de Dieu qui se révèle à travers l'expérience humaine. Et tout ce que l'homme et la femme ont vécu, le désir, le conflit, la douleur, l'amour était le chemin nécessaire pour que l'infini puisse enfin se reconnaître sous forme humaine. Ainsi s'accomplit ce que Jung appelait l'opus contra naturam, la grande œuvre de l'âme, transformer l'inconscient en conscience et faire de l'existence même un miroir du divin. Il n'y a plus rien à dire car là où il y a plénitude, le silence est absolu. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.